Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Lauriane Bastide. Bonjour Pierre. Peu après l'annonce du remaniement, Jean-Luc Mélenchon a déclaré hier sur Twitter qu'il est temps d'élire une femme présidente à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en dites ? Évidemment que ce serait super, on adorerait avoir des femmes au plus haut poste de pouvoir possible dans l'État. Après, c'est facile de faire des annonces du genre. On se rappelle que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était plus ou moins engagé à nommer une femme Premier ministre. Sauf que dans la réalité, les résistances structurelles sont colossales et qu'on a beau avoir les intentions les meilleures du monde, les vieux mécanismes patriarcaux se remettent en place à chaque fois. Les droits des femmes, ça devait être une priorité du quinquennat. Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron a été élu. Le compte y est, selon vous ? Non, il se passe rien. C'est affligeant. En fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce. On nous répète sans cesse que c'est la grande cause du quinquennat. Il y a quelques effets, quelques mesures qui font un peu d'effet, qui ont été prises pour la communication, pour les médias, mais les associations sont extrêmement mécontentes de ce qui s'est produit à l'Assemblée cet été sur la loi contre le harcèlement sexuel et sexiste. Je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que les personnes qui sont sur le terrain savent ce qui se passe et si elles tirent la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Non. Alors vous avez animé pendant tout l'été une émission sur France Inter, Les Savantes, où vous donnez la parole à des femmes universitaires. La recherche, le savoir, ça reste encore une affaire d'hommes ? Oui, bien sûr, l'université est un milieu qui est encore extrêmement masculin. En tout cas, quand on va dans les instances dirigeantes, c'est toujours la même histoire. Il y a un plafond de verre, comme dans à peu près tous les domaines de la société. C'est-à-dire qu'on constate qu'à la fac, au niveau des maîtrises, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes en moyenne. Plus on monte dans les échelons, plus on arrive au stade de professeur d'université ou de directeur ou de dirigeant d'université, moins il y a de femmes. Et puis il y a encore tous les stéréotypes de genre qui continuent de se perpétuer dans les sciences qu'on dit dures, dans les mathématiques, etc. On trouve beaucoup moins de femmes en économie également, alors qu'elles ont leur place plus facilement en sociologie, dans les études sur le care. Donc voilà, les savantes, on va un peu pour objectif en fait de pallier ça. Et puis l'idée, c'est aussi de permettre à des femmes de s'exprimer en longueur sur leur domaine d'expertise. Moi, il y a quelque chose qui m'horripile et que je trouve incroyable, c'est que bien souvent, on va prendre une experte en lui demandant en 2 minutes 30 d'expliquer un sujet de thèse sur lequel elle a passé 8 ou 9 ans de sa vie. J'avais envie qu'on puisse prendre le temps également de mettre en avant leur travail de recherche, leur thématique et puis la passion qui les anime aussi, en ayant vraiment 1 heure pleine pour explorer ça avec elles. Et il y a une responsabilité aussi des médias, mais il existe encore aujourd'hui, selon vous, une forme d'autocensure des femmes pour ne pas prendre les postes de responsabilité, pour ne pas se trouver légitime à aller porter une parole à la télé, à la radio ? Bien sûr, oui, c'est un problème qu'on constate au sein de l'association Prenons la Une. On voit vraiment qu'il y a 2 soucis. C'est-à-dire d'un côté, on a des journalistes dans les rédactions qui vont avoir le réflexe de ressortir le vieux 06 du mec qu'ils connaissent depuis 10 ans parce qu'il a sorti un livre sur tel sujet, donc c'est facile, on sait qu'il répond facilement au téléphone. Donc finalement, tous les vieux réflexes d'aller toujours interroger les mêmes hommes, les mêmes experts se perpétuent malgré toute la bonne volonté qu'on pourrait afficher. Donc voilà, l'effort d'aller faire une petite recherche internet pour trouver des nouvelles voix, potentiellement des femmes sur des thématiques, il est très rarement fait. Donc on a contribué à créer avec bien d'autres évidemment le guide des expertes. Voilà, maintenant on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de femmes économistes, qu'il n'y a pas de femmes vulcanologues. Il y en a et leurs noms avec leur numéro de téléphone sont affichés quelque part. Mais derrière, bien souvent, on constate que les scientifiques femmes elles-mêmes vont avoir tendance à répondre au téléphone. Ah, vous croyez, mais pourtant j'ai mon collègue qui est quand même plus à fond sur ce sujet-là, et elles vont finalement s'auto-censurer, pas se sentir légitime à aller parler. Donc il y a aussi tout un travail de média training et de coaching à faire auprès de ces expertes pour qu'elles se lancent courageusement et qu'elles y aillent. C'est ce qui n'est pas facile, c'est un exercice qui est compliqué de parler dans les médias. Il y a la place des femmes, il y a la place des femmes noires aussi. Quand on voit le déferlement sur Rokhaya Diallo par exemple, ça vous inquiète sur le climat actuel de la société justement ? Quand je vois l'acharnement contre Rokhaya Diallo, vraiment, je suis affolée. Surtout, ce qui est le plus dur à accepter, mais on commence à être habitué parce que c'est vraiment la structure politique française, c'est que c'est des voix qui émanent d'une forme de gauche humaniste, prétendument progressiste, qui réclament l'étiquette féministe, humaniste, égalitariste, alors que ce qu'elle porte, ce sont des valeurs qui sont écrasantes, uniformisantes, qui refusent l'expression d'identité propre. Et je pense que tant que ces identités-là ne pourront pas s'exprimer librement, tant qu'on ne pourra pas dire calmement en France, regardez, il n'y a pas de noirs dans les journaux, il n'y a pas de noirs dans les émissions de télé, et c'est
pas grave, on peut en parler tranquillement et essayer d'arranger les choses en parlant par exemple de quotas. Tant qu'on ne pourra pas avoir cette discussion sereinement en France, cette situation ça n'arrangera pas. Et pour faire émerger cette parole, c'est important de créer des espaces de non-mixité. Il faut favoriser ces espaces d'échange entre femmes réservés aux femmes. Oui, j'en suis convaincue. C'est quelque chose qui est né pendant les années 60, 70, autour du MLF. S'il n'y avait pas eu les groupes de parole non mixtes dans les facs, on n'aurait jamais pu parler du viol, on n'aurait jamais pu mettre en avant les discriminations spécifiques faites contre les femmes. Les mouvements de droits civiques américains n'auraient pas pu avoir la force qu'ils ont eue sans les réunions non mixtes entre noirs américains. Donc évidemment que ces réunions sont importantes. C'est des lieux, j'allais dire, d'encapacitement. Le fait de pouvoir mettre côte à côte des expériences individuelles, de pouvoir mettre du coup en valeur le fait qu'elles sont récurrentes, qu'elles sont systémiques, que c'est pas nous le problème, que c'est quelque chose qui tient de la société, ça permet aussi de structurer les combats et de donner plus de force au message. Comment on fait pour valoriser ces espaces justement où les femmes peuvent discuter entre elles, dans l'espace public notamment ? Je pense que ces espaces, ils passent quand on les montre pas comme trop politiques. Quand ils sont aussi faits par des personnes qui passent, par exemple des femmes bourgeoises blanches comme moi, quand je crée un podcast féministe qui est un espace non mixte fondamentalement, même quand il y a un conseiller d'une ministre qui reste dans la pièce, je lui explique gentiment non, c'est une discussion entre femmes, donc il faut que vous sortiez, et ça passe très bien en fait, on me le reproche pas parce que peut-être comme la couverture du podcast est rose, comme moi je suis blonde et je présente bien, on s'attend pas à ce que je porte des valeurs trop révolutionnaires. Voilà. Par contre, quand c'est des femmes noires, d'un seul coup c'est plus possible. Il faut que la mairie intervienne, il faut qu'on... Voilà, c'est assez délirant. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les espaces non mixtes, finalement, affolent beaucoup ceux qui n'y sont pas autorisés, sauf qu'en réalité, ils ne viendraient pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un épisode de La Poudre sur les masculinités. J'ai invité une vingtaine d'hommes qui se revendiquent féministes sur les réseaux sociaux à venir y participer. Et finalement, aucun n'est venu, très peu. Donc ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire que est-ce qu'ils sont vraiment intéressés pour venir débattre avec nous ? Est-ce que c'est vraiment des questions qu'ils veulent poser dans ces réunions ou est-ce qu'on n'est pas plus mal à en débattre entre personnes concernées ? Et plus indépendamment justement de la question médiatique, la question des podcasts que vous avez lancés dans l'espace public, vous-même vous allez être à l'initiative, je crois, de rencontres bientôt. Alors le carreau du Temple m'a proposé, et j'ai été très honorée de prendre la suite de Geoffroy de Laganerie pour un cycle de rencontres mensuelles dans l'auditorium du carreau du Temple, qui est un lieu génial, une grande scène avec beaucoup de public, dont l'entrée sera libre, donc c'est d'autant plus chouette. Et voilà, la thématique sera les femmes dans l'espace public, justement, qui est un peu ce qui m'anime depuis toujours. Et je recevrai des femmes, des militantes, des chercheuses pour parler de ces problématiques, des femmes dans les médias, dans les institutions politiques, dans la ville, dans la rue. Voilà, je pense que ça va être... À qui vont s'adresser ces rencontres, justement ? Est-ce que ça a vocation à être un public mixte ou plutôt justement un public de femmes ? Le public du carreau du Temple, j'ai envie qu'il soit mixte, j'ai envie que ce soit ouvert, qu'il y ait toutes les personnes du quartier qui passent, qui voient de la lumière, qui rentrent écouter. C'est vraiment un exercice très différent du podcast. Le podcast, j'ai créé un espace de parole qui est confiné, qui est une chambre d'hôtel, où on est juste mon invité et moi, où finalement la parole va être écoutée par d'autres, mais au moment où elle est délivrée, elle est épurée de tout regard extérieur. Là, on va être sur scène. L'idée, c'est au contraire de partager. J'ai envie que le public pose des questions, qu'on puisse échanger. Voilà, donc c'est un exercice vraiment différent qui va venir compléter le podcast, je crois, de façon intéressante et efficace. La première date est fixée ? 11 octobre. Un mot sur Gérard Depardieu qui est accusé de viol. Les actrices Sandrine Kiberlin et Catherine Deneuve ont pris la défense de l'acteur. Qu'est-ce que vous pensez de leur déclaration ? C'est bien la preuve que le féminisme, c'est pas forcément une question uniquement de femmes. C'est-à-dire que voilà, il y a des déclics féministes où on en a parfois quand on est un homme, quand on est une femme. Il y a des femmes qui l'ont pas encore eu. J'espère que ça arrivera un jour. Vous êtes aussi productrice de podcasts, vous avez créé les podcasts Nouvelles Écoutes. Avec votre podcast La Poudre, vous proposez des entretiens d'1 heure. Ça va de la chanteuse Olysses à Assa Traoré en passant par Malène Schiappa ou Daniel Obono. C'est quoi l'objet de ce podcast précisément ? L'objet du podcast, c'est vraiment de laisser la parole des femmes se déployer dans un espace où elle a la place d'être nuancée, d'être précise et de sortir de la caricature et des stéréotypes. Ensuite, personnellement, les invités que je choisis sont toujours des femmes pour qui j'ai une forme d'admiration pour le parcours accompli et pour les valeurs portées. Donc voilà, la 3e saison s'annonce assez chouette. Pourquoi le format podcast ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce format ? C'était vraiment une façon
de plus avoir aucune entrave en fait, de pouvoir être complètement libre de la façon dont je posais mes questions, de la façon dont l'invité me répondait, de la façon dont l'interview était structurée. Voilà, je voulais plus avoir de rédac chef, je voulais plus avoir de contraintes de télévisées, de grilles, de cadres. C'était vraiment l'espèce de liberté que je voulais créer pour moi et pour mes invités. J'ai une dernière question, Lorraine Bastide. Emmanuel Macron s'était engagé en faveur de la PMA. La réforme est attendue pour début 2019. Vous redoutez le retour de la manif pour tous ? Oui, bien sûr, ils sont toujours là, hein, ils n'arrêtent pas. Il suffit d'aller un petit peu sur Twitter pour voir qu'ils sont encore très actifs, ils vont se mobiliser. Mais on va essayer qu'il y ait au moins une mesure sociale qui passe conformément aux promesses de campagne. Merci beaucoup, Lorraine Bastide. Merci. À bientôt. À bientôt.